Beaucoup d'entre nous se souviennent encore des pères blancs et des sœurs blanches qui ont marqué de leur passage l'Afrique du Nord, et entre autres l'Algérie pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le fondateur, c'est Monseigneur Lavigerie, qui est devenu cardinal par la suite. Il a fondé les Pères Blancs en 1868 et les Sœurs Blanches l'année suivante. Parce qu'il s'est aperçu que pour être présent au monde de la famille, il n'y a que les femmes qui peuvent rentrer dans les maisons. Pour ce qui est de l'origine des Pères Blancs, j'aime bien faire appel à l'histoire d'une façon assez particulière et étonnante. Monseigneur Lavigerie était évêque à Nancy dans les années 62 à 67. Et en étant évêque de Nancy, lui, il était historien de formation, entre autres, et puis la figure de Saint-Martin de Tours l'intéressait. Et il a donc été invité à participer à l'inauguration d'un site provisoire sur la tombe de Saint-Martin. Et ceci, c'était le 11 novembre 1866. Le 11 novembre 1866, il est à cette cérémonie en l'honneur de Saint-Martin pour inaugurer un sanctuaire provisoire en l'honneur de Saint-Martin. Et voilà que dans la nuit qui a suivi, toujours à Tours, sur place, il a eu un songe et il s'est trouvé transporté dans un pays inconnu et où les hommes avaient le ton foncé de peau et parlaient une langue qu'ils ne connaissaient pas et qui demandait d'aller chez lui, d'aller chez eux. Ça l'a travaillé. Et voilà que 6 jours plus tard, il rentre à Nancy, chez lui, et il trouve dans son courrier une lettre du 18 novembre apprenant le décès de Monseigneur Pavie, l'évêque d'Alger. Aussi une lettre du maréchal de MacMahon, dans laquelle MacMahon demandait à Lavigerie s'il était disponible pour aller à Alger. Le rêve était presque prémonitoire, on dirait. Ouais. Voilà. Et il s'est donné une journée de réflexion et il a donné son accord. Alors il faut dire, pour être bien précis, qu'ils s'étaient connus à Nancy tous les deux. D'accord. Parce qu'avant d'être nommé gouverneur d'Algérie, c'est en tant que gouverneur d'Algérie qu'il a fait sa demande. Mais avant d'être gouverneur d'Algérie, il était gouverneur militaire de la région de Nancy, avec résidence à Nancy. Donc, ils ont eu des relations et ils s'estimaient. Bon, ça a un peu changé quand MacMahon a changé de fonction et qu'il fallait s'aligner sur les consignes de la République, de la République à partir de 70. Le 19 novembre, MacMahon propose son nom qui est accepté. Alors c'est formidable parce que pour Monseigneur Lavigerie, c'était une espèce de voix un peu écartée, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient en tête de le faire nommer archevêque de Lyon. Alors il a accepté d'aller à Alger. Alors au départ, sa mission, c'était de s'occuper
du clergé local qui était un peu un des ramassis de n'importe quoi, hein, puisque c'était le début de la colonisation, et puis des chrétiens qui étaient là. Mais lui, avec ce songe et son passé d'historien, puis qui avait été un voyage en Syrie pour venir au secours des chrétiens persécutés par les Druzes à l'époque. Donc il avait quand même tout un background, comme on dit, qui prédisposait à Alger. Mais je crois fort en ce songe. Tout de suite, il a envisagé, peut-être à cause de ce songe, de ne pas se limiter aux chrétiens étrangers qui étaient là, de gérer les diocésains d'Alger. Il a envisagé que ce soit une porte ouverte sur l'Afrique. Mais là, en arrivant, il a dû faire face à la famine et la sécheresse et tout ce qui s'ensuit, avec des milliers de morts et d'orphelins. Et il s'est donné une priorité de s'occuper des orphelins de la famine. Ça, vous savez tout ça. Et les Pères Blancs sont issus de ça. Donc, ils ne sont pas arrivés en Algérie, ils sont nés en Algérie pour s'occuper au départ des orphelins. C'est en cela que je dis, on insiste, même si on parle des pères missionnaires, la mission des Pères Blancs, en tout cas en Algérie, est très précise, et surtout, les Pères Blancs ne sont pas en Algérie comme les Sœurs Blanches pour faire du prosélytisme. Non, ça c'est d'ailleurs une des premières consignes que la Vigerie a données quand il a fondé son premier poste en Kabylie en 1873 à Taghmontazouz. Le premier c'est Taghmontazouz en février 1973 et le deuxième c'est les Ouadiens. Et la première consigne qu'il donne, pas de prosélytisme. Le caractère des Kabyles est ainsi qu'effectivement il faut, pour les convaincre, pour les obtenir, gagner leur confiance, il ne faut surtout pas y aller par le biais de la religion. Et alors ça, c'était la deuxième consigne qu'il donnait, et c'est les mots que vous venez justement d'utiliser, obtenir la confiance des gens. Alors il donne toute une série de détails, la langue, les coutumes, la nourriture, l'habillement. C'est comme ça qu'on s'est trouvé Père Blanc habillé en blanc. Deux pistes pour obtenir la bienveillance de la population, le soin des malades, par le biais des dispensaires. Des dispensaires qui existaient d'ailleurs, mon père, savez-vous, ou c'est les Pères Blancs, ou c'est des dispensaires qui existaient déjà, ou c'est la création de dispensaires? Non, c'est la création. D'accord. Et l'éducation des enfants. Parce que si on peut faire, et non pas simplement instruire, mais éduquer. Et donc faire changer le climat général par le biais de l'éducation. Et est resté longtemps le souci des soins à apporter, d'où la création des hôpitaux un peu plus tard. À Michelet, entre autres. Et puis les écoles et les bibliothèques après par la suite. Donc tout ce qui touche à l'éducation et à la culture, ouvrir les esprits par le biais de la culture me paraissait important. Donner un métier, offrir un métier, une possibilité. Alors, par la suite, ça a évolué. Parmi les services d'éducation, il y a eu cette ouverture des centres pré-professionnels et professionnels
dans le pays. Donc voilà, ça c'est ça notre force Père Blanc. On parle beaucoup, mon père, des Pères Blancs en Algérie, c'est mon histoire, mais vous nous direz dans quel pays vous avez voyagé, expliquer un petit peu le parcours. Les Pères Blancs ne se sont pas limités à l'Algérie ou à la Kabylie, comme on aurait tendance, nous, Kabyles, à le penser. Non. L'abbé Joly a dit tout de suite, quand il est arrivé à Alger, est-ce lié à son songe? Possible. Peut-être. Il a considéré sa présence à Alger, ça lui donnait une porte ouverte sur le continent africain. Et il a eu des projets précis, d'abord pour ouvrir la présence des Pères Blancs ailleurs qu'en Kabylie, et donc avec des projets d'implantation vers le Soudan et surtout Tombouctou. Il y a eu 2 caravanes qui sont parties d'Alger pour Tombouctou, et elles ont été massacrées toutes les 2. Probablement à cause des bagages qu'ils transportaient. Actuellement, il reste encore des Pères Blancs dans 22 pays, dont l'Algérie. Il y a toujours une présence à Tizi Ouzou, mais ce sont des Pères Blancs entre guillemets, parce qu'ils sont tous d'origine subsaharienne. D'accord. Oui, c'est maintenant le mouvement de la mission Retour. Nous sommes partis pendant un temps, et maintenant c'est eux qui viennent, comme ici en France maintenant. Là, on a des curés qui sont africains. Tout à fait. Donc il y a une équipe je crois il y a encore 7 Pères Blancs pour l'Algérie Nord. Qui sont basés dans, vous disiez, Tizi Ouzou, Alger. Il y a Tizi Ouzou, il y a Alger, Notre-Dame d'Afrique, et puis il y a aux Anasser, c'est-à-dire l'ancien quartier du ruisseau, du côté de Hussein-D. Voilà, ça c'est les trois pôles qu'il y a là. Et quel est le rôle aujourd'hui? Quel est le rôle s'y tient? Alors le rôle, je vais vous expliquer celui d'ici Ouzou. Je suis à l'origine d'ailleurs de ça, de monter une bibliothèque sérieuse à Tizi Ouzou pour sauvegarder le fonds berbère. Tout ce qui touche la culture berbère, la langue, c'est centré à Tizi Ouzou. Et c'est un des secteurs de cette bibliothèque. Ouvert aux étudiants et aux chercheurs. Et puis, il y a une paroisse, parce qu'il y a des étudiants africains, chrétiens, qui sont étudiants à la fac, avec une bourse de leur pays, et qui ont besoin d'assistance religieuse. Pendant ma formation, j'étais volontaire pour aller servir en Afrique, et progressivement, j'ai découvert ce que faisaient les Pères Blancs au Maghreb. Et ça m'a intéressé. Et assez vite, au cours de mes études, j'ai rajouté un cours d'initiation à l'arabe, dès ma formation. Et au moment de faire mon engagement chez les Pères Blancs, j'avais à exprimer, on m'a demandé d'exprimer les lieux où je désirais aller. Et il fallait en donner 3. Et je savais qu'au Maghreb, il y avait 3 unités, 3 unités Pères Blancs.
Citez les trois. Le Sahara, Oui. l'Algérie Nord et la Tunisie. Et j'ai cité les trois, mais en mettant en priorité Algérie Nord, Tunisie. ensuite Sahara Oui. et Tunisie. J'ai mis la Tunisie en dernier parce que j'étais sûr qu'on ne me la donnerait pas pour être dans la même maison que mon oncle. Oui. Donc j'ai reçu ma nomination le 19 juin 65. Mon voyage il s'est fait en bateau, en 4e classe. Ça devait à fond de cale, c'est ça? En fond de cale, oui. Et la mer était assez mauvaise. Voilà. Vous avez... Comme on était plusieurs, je n'étais pas seul. Hein. Vous aviez mal de mer? On était 3. Oui. La première image que vous aviez d'Alger? La première image, c'est l'arrivée avec le front de mer. Ouais. C'est le front de mer qui m'a marqué. Et tout de suite, donc, vous débarquez à Alger. Je débarque à Alger, je prends on est accueilli à la maison au ruisseau, là, Oui. la maison centrale, et puis ils nous conduisent après, bon, ils m'envoient à la Roche. La maison carrée. Ouais. La maison carrée. Ouais, ouais. La maison carrée, au collège. Le collège, c'est-à-dire l'ancienne maison mère. D'accord. Qui n'existe plus, je crois, vous me disiez tout à l'heure. Non, qui est rasée. Puis je suis affecté à l'animation des 5e, 6e du collège avec internat. Et donc là, j'ai la possibilité de m'occuper d'animation sportive, culturelle, enfin, tout pour ces garçons, c'est encore déjà des adolescents, mais qui avaient une chance inouïe d'avoir ce type d'études à ce moment-là de leur vie. Ils ont pu réussir à décrocher des postes ou à continuer leurs études. C'est assez remarquable. Bon, il y a l'Algérie, où j'ai passé 13 ans, mais pas de façon continue. Hein. La Tunisie, où j'ai passé 13 ans, là aussi, pas de façon continue. Et en passant quelquefois de l'un à l'autre. De façon plus ponctuelle, le Maroc, soit pour animer une réunion sur les migrants, par exemple, ou pour des réunions aussi, parce que je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Groupe de recherche islamo-chrétien, au niveau universitaire. Ça ne rassemble que des universitaires. Il y avait à l'époque où j'y étais, il y avait Tunis, pas Alger, c'est assez curieux. Oui. Je crois qu'il y a un ancien ministre qui n'était pas favorable. Ces rencontres œcuméniques, oui. Ouais. Mais il y avait Bruxelles, Paris, et puis qui est la 4e, Tunis, le Maroc justement. Et je suis allé plusieurs fois au Maroc pour des assemblées et on éditait, on réfléchissait sur un thème précis en vue de renouveler les formateurs de formateurs afin qu'ils ouvrent davantage les esprits à ceux qu'ils formaient. Alors on sortait des livres là-dessus. Un sur qu'est-ce que c'est que l'appartenance.
sur les Écritures aussi, quel discours tenir sur les Écritures des deux côtés. C'est très intéressant. Et l'échange surtout, la connaissance de l'autre, de la religion de l'autre. Alors, ça demandait un certain travail. Alors il y avait ça, donc ça m'obligeait à aller régulièrement à Rabat, par exemple. Voilà. Vos supérieurs vous voient aussi, je crois que vous faites un passage au Vatican, vous êtes appelé un moment au Vatican aussi? Non, je ne suis pas appelé. Ah bon? Non. Donc je ne suis pas appelé au Vatican directement, mais dans mon parcours, j'ai fait 10 ans à Rome. Dont 6 ans d'enseignement à l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques, comme enseignant. Et les 4 autres années, c'était comme étudiant pour me préparer à ce type d'exercice. Voilà. Vos liens avec la Tunisie, vous évoquiez un oncle? Oui, je suis un peu partagé. D'ailleurs, j'ai passé 13 ans d'un côté et 13 ans de l'autre. Et c'est tellement vrai que lorsque je parlais en arabe en Algérie, on me traitait de Tunisien. Tutsi, oui. Et quand je parlais arabe en Tunisie, on me traitait d'Algérien. Mon oncle, il s'est fait père blanc avant moi. Est-ce qu'il est à l'origine de votre vocation, peut-être? Non. Du tout? Non, pas directement. Vous saviez en tout cas, vous aviez un petit peu de notion de ce qu'il faisait. Je savais que j'avais un oncle père blanc. Il était dans le tableau général des oncles, oui. Mais sans plus. Sans plus. Bon, non, je vais vous expliquer comment ça m'est venu. J'étais un bon chrétien pratiquant, engagé dans l'action catholique quand j'étais jeune déjà, vers 16, 17, 18 ans. À ce moment-là, j'étais en formation pour devenir comptable. Et j'étais stagiaire chez un expert comptable où je me mettais au métier en suivant des cours du soir. Voilà. Et puis, un 8 décembre, c'était un samedi 8 décembre 1952 peut-être. Vous voyez. C'était hier. C'était hier. Je décide d'aller à la messe ce jour-là. Parce que l'Immaculée Conception, c'est une fête reconnue, dont il y a trace dans le Coran d'ailleurs. D'accord. Et puis, je vais à la messe, et puis j'ai un temps de recueillement, et pendant ce temps de recueillement, je perçois comme une voix, c'est pas un songe, moi j'ai eu, je perçois comme une voix qui me dit « Mais tu peux servir autrement que ce que tu fais ». Donc l'action catholique ne suffisait pas. Alors ça m'a rendu perplexe. Et puis, au bout d'un certain temps, je décide d'aller consulter le prêtre de ma paroisse en disant « Ben voilà ce qui m'arrive ». Alors il m'a très bien cueilli, très bien accueilli aussi. Et puis, il m'a proposé d'envisager une vocation qu'on appelait missionnaire. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et alors, à ce moment-là, j'ai cherché un établissement
un séminaire un peu spécial parce que j'avais fait mon premier cycle en moderne et je n'avais jamais fait ni latin ni grec. Oui, ça pouvait être embêtant que vous n'ayez pas... Ça pouvait être embêtant, donc il me manquait au moins le latin. Et j'ai cherché une maison qui avait un centre de rattrapage pour le latin. Et j'imaginais qu'en un an, je pouvais rattraper le niveau pour rejoindre la suite. Et les Pères Blancs avaient ça. Alors là, j'ai pu faire le lien avec... Mais je n'ai pas traité avec lui, jamais. Je n'ai jamais traité avec lui. C'est mon père qui l'a informé. J'ai traité mon dossier avec les prêtres de la paroisse. Et puis, le 1er novembre 52 ou 53, je ne me souviens plus, je suis parti en Alsace dans cette section de rattrapage pour apprendre en un an les 4 premières années de latin. Donc, vous quittez votre région natale, vous êtes originaire des Ardennes, hein, c'est ça? Non, du Nord. Du Nord, oui. Voilà, vous voyez, il y a des circonstances de vie qu'il faut savoir interpréter. Voilà. Je reviens sur l'Algérie. Vous y passé 13 ans en faisant des allers-retours. Vous quittez l'Algérie définitivement en quelle année, mon père? J'ai quitté, attendez voir, parce que j'ai des problèmes de santé. Je suis de santé délicate depuis ma naissance. Je suis vraiment étonné que les Pères Blancs m'ont gardé. Parce que souvent... on garde que les résistants, c'est ça. Mais alors, j'ai quitté... À 75 ans, j'ai quitté l'Algérie. J'étais en Algérie. J'ai quitté l'Algérie en disant je vais aller sur Marseille. On a une maison à Marseille. Je vais aller sur Marseille et là je serai dans la 49e wilaya. Ah, l'idée c'était quand même de ne pas vous éloigner trop de l'Algérie. Oui, oui. Et d'avoir une activité. Et c'est là que j'ai un peu viré ma cutie parce que j'ai moins utilisé l'arabe qu'avant. Mais je me suis investi dans l'accompagnement des migrants, quels qu'ils soient, en lien avec des associations locales. Une première association qui s'appelle l'Encre Bleue, l'Encre EN, où je suis écrivain public dans le centre social d'une cité. Quand on dit une cité à Marseille, je sais ce que c'est. Et puis ensuite avec la CIMAD, une autre association, où on reçoit des gens pour rédiger leur récit d'émigration. D'accord. Pour le présenter à la préfecture. Dans la perspective d'obtenir un titre de séjour, l'asile ou un séjour. Okay. Donc en fait, on a l'impression que vous bouclez la boucle. Je rappelais, dans les préceptes originaux des Pères Blancs, il y a dans le rapprochement de la population, les Pères Blancs étant lettrés, un des premiers rôles qu'ils vont occuper, qui va faire gagner la confiance de la population, c'est effectivement les Pères Blancs, parce qu'ils sont sur place, vont souvent occuper le rôle d'écrivain public. Oui.
Oui, oui. À 75 ans, j'ai démissionné de Marseille parce que j'occupais des fonctions au niveau diocésain. Et celles-là, il faut les larguer à 75 ans. D'accord. Donc à 75 ans, j'ai fait ma lettre à l'évêque. Il me dit, voilà, j'ai 75 ans, je pense qu'il est mieux de rajeunir les cadres. Et je suis venu sur Paris, où on m'a demandé formellement de sortir ce livre sur mon oncle. Oui. Qui est une figure de Père Blanc qui n'est pas banale, qui a fondé l'IBLA, l'Institut des Belles Lettres Arabes, au départ pour la formation des Pères Blancs à leur présence en Afrique du Nord, et ensuite ouverture au monde de la culture tunisienne. Et donc j'ai repris toutes les archives et j'ai travaillé, j'ai sorti une brique. Dans les villes que vous avez parcourues en Algérie, j'imagine que vous avez bougé. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez basé essentiellement à Alger, Maison Carrel, Harache, mais vous avez bougé un petit peu en Kabylie? J'ai bougé en Kabylie, mais de façon assez ponctuelle, sans plus. Oui. Alors, mon premier voyage hors Maison Carrée, c'était pour les vacances de Noël 1965. Je suis allé à Ouarzen. J'ai été impressionné par le voyage d'abord. Les derniers kilomètres, non pas simplement parce que ça tourne, mais qu'on fait le voyage avec des murs de neige de plus d'un mètre de haut. J'ai vu ça. Voilà, ça c'est mon image type. Voilà. Et j'arrive à ce poste, une vieille maison, petite maison, avec une petite chapelle intérieure où j'ai célébré Noël, enfin, avec des vieilles Kabyles qui étaient là et qui priaient en Kabyle. Ça m'a fait une impression formidable. Et j'aimais revenir là parce qu'il y avait un confrère plus jeune qui se formait à l'arabe, mais il y avait mais j'ai oublié son nom, un berbérisant de première classe qui était là, un vieux père. Et alors j'y suis retourné plusieurs fois là, parce que ça m'avait été. Un autre lieu, c'est alors les vacances d'été 66, j'étais les passer à Azazga. Ça me parle un peu plus, oui. À Azazga, avec la forêt, etc. Forêt des Couronnes, exactement. La forêt de Liège, voilà. Et évidemment, on était embauchés pour des cours d'été aux enfants qui étaient assidus. Cette soif d'apprendre, c'est quelque chose qui m'a frappé les premières années, au collège aussi. La soif d'apprendre. Tout ce qu'ils peuvent attraper, ils le font. Je voyais les élèves faire des exercices de maths par amusement. Je ne connaissais pas ça avant. C'est formidable. Bon, donc à ce cas, j'y allais plusieurs fois. Il y avait un vieux père aussi qui avait une jambe de bois. Suite à un accident de voiture, je crois. Le père Bellec, je ne sais pas si ça vous dit, c'est la vieille génération, ça. Il y avait aussi le père Leloutre qui était là aussi. Qui était à Azazga également, d'accord. C'est une vieille figure aussi, ça,
Souvent des pères, mon père, qui ont passé une bonne partie, qui ont passé plus de leur vie, plus de temps de leur existence en Afrique du Nord que dans leur propre pays. Finalement, vous-même, vous avez passé une bonne partie de votre existence en dehors de votre pays de naissance. Oui. Alors d'autres villes, d'autres coins, Front National aussi. Oui. Ça, j'y allais régulièrement. À la mission, oui. À la mission. Vous savez qu'elle existe toujours, mon père, la mission. Hein. Oui. Et pour aller voir, être avec les confrères, mais aller voir et consulter le père Dallet. Qui a écrit, c'est ça, c'est lui qui est à l'origine d'un... C'est lui qui est à l'origine de deux choses. D'abord, son dictionnaire français-kabyle. Le fameux lexique, oui, tout à fait. Le fameux lexique, est devenu dictionnaire ensuite. Et ensuite, qui est comment dirais-je, le maître d'œuvre de ce qu'on a appelé le fichier berbère. Le fichier berbère qui s'appelle, les initiales c'était CEB, Centre d'études berbères. Oui. Il sortait un fichier trimestriel. Alors il avait une machine à écrire avec un chariot, avec deux chariots dessus. Oui. Alors il avait un siège qui glissait. Et quand il devait passer au sigle berbère, il allait sur cette machine-là, il mettait en face la traduction, il glissait sur l'autre machine. C'était formidable. Ça, c'était un grand nom, un des grands noms. Et puis alors aussi, Djebel Saharic. Ça me parle aussi. C'est une ville où je suis allé plusieurs fois. Là, il y avait un gars du Nord, un vieux aussi de la vieille, qui s'appelait le père Jules de Guézel. Et puis, en étant à Azazka, j'ai pris contact avec ce qu'on appelait le chalet, où il y avait la maison des sœurs avec le pensionnat. À Azazka, même sur la colline, un peu à l'extérieur. Faut que je me renseigne, Je me trompe pas, non? Non, je crois... Non, j'ai dit que je me renseignerai sur le nom de la ville, parce qu'effectivement, j'ai déjà entendu cette notion de chalet, mais vous avez une très bonne mémoire, donc c'est moi qui pêche par mes connaissances. Je vous dirai, je trouverai l'information. Et parmi les bons souvenirs que j'ai, ça va rejoindre ce que vous avez dit un peu avant, j'ai un de mes anciens stagiaires de Maison Carrée qui est devenu un professionnel, nous autres à la retraite maintenant. On s'est retrouvés quelques années après. Il m'a invité chez lui, sa femme et ses 4 enfants, 4 garçons qu'il a. Et sa femme a été formée au chalet. Il formait un couple. Magnifique, je veux bien le croire. D'une éducation remarquable. Et ça se voyait dans les fils. Les 4 fils, ils étaient déjà des gaillards. Hein. Oh, j'avais trouvé ça remarquable. Ce ne sont pas des vains mots quand on parle de la formation, quand on donne en référence les pères blancs ou les sœurs blanches, c'est une carte, c'est un passe-partout pour nous, c'est une référence, c'est une carte de visite. Mais c'est aussi un double tranchant. Parce que quand je rencontrais certains anciens élèves qui me parlaient de leur travail, certains me disaient, enfin, on est content de ce que vous avez donné comme formation, mais on est quand même déçus parce que quand on rentre dans le métier, on s'aperçoit qu'on ne peut pas appliquer toujours ce que vous nous avez enseigné. Parce que le milieu
ne s'y prête pas complètement. À ces contraintes. Ouais. Ouais. Voilà, les questions supplémentaires. Oui, je disais, vous êtes retourné en Algérie depuis votre retraite? Non. Pour moi, la page est tournée. Oui. Vous y pensez quand même à l'Algérie? Vous remémorez assez régulièrement des souvenirs? Ça fait partie, c'est une bonne partie de votre existence quand même. Oui, mais je reçois régulièrement le bulletin diocésain d'Alger. Oui. Et donc j'ai des nouvelles du milieu par ça, ce qui s'y fait encore. Et je dois de recevoir ce bulletin parce que j'étais moi-même directeur de ce bulletin, le rédacteur en chef plutôt, pendant plusieurs années. S'il fallait peut-être parler une phrase conclure dans ce que j'ai appelé mon Algérie à moi, c'était quoi? C'était une belle aventure, cette découverte? S'il fallait, voilà, votre Algérie à vous, c'est quoi? C'est une belle aventure, c'est de beaux souvenirs, c'est un bel engagement au service de ceux qui en ont besoin. Je n'imaginais pas une plus belle conclusion, mon père. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Let them cease